Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce 19h45. 8 septembre, date consacrée à l'alphabétisation, une journée qui rappelle au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité pour une société plus instruite. Et la tontine en ligne est une pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribuerait à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen, mais elle n'est pas sans risque. Et puis au Sénégal, le gouvernement a décidé de miser sur les organismes génétiquement modifiés en réponse aux conséquences des changements climatiques, une option très controversée. Merci de nous choisir pour vous informer. Chaque année, le 8 septembre est une journée spéciale pour les kinésithérapeutes ainsi que les physiothérapeutes du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la physiothérapie. C'est une discipline de la santé qui intervient au niveau de la prévention et de la promotion de la santé, de l'évaluation, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des déficiences et incapacités touchant les systèmes neurologiques, musculo-squelettiques et cardio-respiratoires d'une personne. Cette discipline paramédicale emploie des techniques de massage et de gymnastique médicale dans le but de renforcer, maintenir ou rétablir les capacités fonctionnelles. Ce 8 septembre, c'est également la journée mondiale de l'alphabétisation. L'alphabétisation étant cette acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en pleine évolution. Et bien que cela soit un droit fondamental de la personne humaine, son applicabilité même au Bénin pose problème. Cette année, l'accent est mis sur la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation désormais indispensable pour une reprise axée sur l'humain. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont 2 tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite, c'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, et les vidéoconférences, ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la Covid. En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, vous savez, l'information ne peut pas passer.
Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. Parlons à présent de cette nouvelle forme de tontine qui se développe grâce aux réseaux sociaux. Il s'agit de la tontine en ligne. Elle permettrait d'épargner sans toutefois connaître physiquement la personne auprès de qui l'épargne est faite. Mais cette pratique n'est apparemment sans risque. Suivons cet élément pour en savoir davantage. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique, mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un bien, à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez, quoi. Tontine pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de pailles et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac à main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin? Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Et hors de nos frontières au Sénégal, le gouvernement a décidé de miser sur les organismes génétiquement modifiés. Cela en réponse aux conséquences des changements climatiques sur les rendements agricoles. Mais après l'adoption en juin dernier de la loi autorisant l'utilisation des semences OGM, des dizaines d'organisations environnementales, agricoles et de la société civile ne cessent de manifester leur désapprobation contre ces nouvelles pratiques agricoles. Correspondance de nos confrères de France 24. Aïssatou est la spécialiste des semences dans cette ferme agroécologique située à une centaine de kilomètres à l'est de Dakar. Donc c'est ici qu'on stocke la production de semences de la ferme. Elle a beaucoup d'appréhension depuis le vote de la nouvelle loi qui autorise l'utilisation des cultures OGM
au Sénégal. Elle craint une dépendance aux semences génétiquement modifiées et la disparition des fertilisants traditionnels. J'ai la possibilité dans ma parcelle, là où je suis à l'aise à produire ma semence paysanne qui est censée être reproductible des années durant. Cet OGM-là a la possibilité de croiser ma variété dans ma parcelle. Et dans ce cas, je n'aurai plus cette pureté variétale que j'avais avant dans mon stock. Et la semence maintenant, à la longue, dans la durabilité bien sûr, elle va finir par muter, elle va finir par développer d'autres gènes qui ne sont pas propres à ma propre variété. Rahim a créé cette ferme il y a 5 ans. Il enseigne à des étudiants les méthodes d'agroécologie. Il faut une bonne rotation culturelle. Et la rotation culturelle nous a permis de mettre en place une légumineuse. Les semences OGM produisent des rendements élevés à court terme, mais leur productivité diminue considérablement avec le temps. Pour Rahim, les OGM auront des conséquences désastreuses à long terme. L'agriculture qui utilise les OGM, pour eux, ils pensent que c'est ça qui nourrit le monde. Là, ça peut au début nourrir le monde, mais à la longue, ce n'est pas l'agriculture durable. Et maintenant, la réponse, c'est l'agriculture durable, qui est l'agroécologie, qui nous permet de pouvoir être souverains, d'être autonomes et d'être en sécurité. Critiqué par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile, le gouvernement pense que les organismes génétiquement modifiés sont la meilleure réponse d'adaptation au changement climatique. Malgré plusieurs sollicitations, le ministère de l'Environnement n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. À présent, on scrute l'actualité au plan international. C'est Eco-Inter, des informations compilées et présentées ici par Héloïse Winator. Face à une énergie trop chère, des entreprises européennes arrêtent de produire. L'envolée des prix de l'électricité et du gaz fragilise beaucoup d'entreprises. Le groupe Aluminium Dunkerque, la plus grande fonderie d'aluminium primaire de l'Union européenne, est le premier site industriel français en termes de consommation d'électricité, pourrait bientôt réduire sa production de 20%. Il a déjà placé en chômage partiel une partie de ses salariés début septembre et envisage de réduire sa production durant l'hiver. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour le groupe. Pendant ce temps, la Commission européenne cherche à plafonner le prix du gaz russe afin d'atténuer le choc. Pendant que le gaz et l'électricité dictent leur loi aux entreprises, c'est la météo qui impose la sienne aux agriculteurs. À cause d'une mauvaise météo, les récoltes en Europe et en Afrique de l'Ouest ne sont pas bonnes et les prix ont flambé, en particulier au Sénégal. Le sac de 25 kg d'oignons hollandais a rarement coûté aussi cher, vendu à 8 € maximum l'année dernière. Il en vaut aujourd'hui 14. À cela, il faut ajouter les frais de transport, de douane et la marge de l'importateur sur le marché sénégalais. Ainsi, le sac est vendu à 22 € au détail, soit environ 15 000 francs CFA. Un prix difficile à supporter par les ménages. Quand un des plus gros pourvoyeurs d'arabica au monde va mal et qu'ailleurs les volumes de production ne sont pas au rendez-vous, les prix s'envolent. Le manque d'arabica fait monter le marché. Dans le milieu du café, on parle de choc de production. C'est la première fois depuis les années 1990 que le Brésil, qui assure 40% de la production mondiale, est concerné au premier chef. En cause, 3 gelées consécutives dans le pays en juin 2021. Résultat, la campagne brésilienne 2021-2022 s'est distinguée par une production très basse et celle de 2022-2023 s'annonce moins bonne en raison de l'impact des gelées et des conditions très sèches ces derniers mois. Enfin, le Bitcoin fait le yo-yo au Salvador. 1 an après son instauration comme monnaie légale, à côté du dollar, le Bitcoin joue avec les nerfs des Salvadoriens. Le gouvernement aurait déboursé 375 millions de dollars pour le déploiement des crypto-monnaies, soit plus de 26 milliards de francs CFA.
Mais avec la chute vertigineuse du Bitcoin, cet investissement a fondu de moitié en quelques mois seulement, selon l'agence de notation financière Moody's. Le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle en septembre 2021. Le but affiché du président Nayib Bukele est de faciliter les envois d'argent des émigrés salvadoriens, notamment depuis les États-Unis vers les pays d'origine, en évitant les frais bancaires. Ces transferts représentent en effet plus d'un quart du PIB du Salvador. C'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci et à bientôt.